Claire Moreau avait 42 ans et vivait depuis sa naissance dans une région paisible de la Provence, entre champs de lavande ondulants sous le vent et collines dorées de soleil. La ferme familiale, un domaine vaste et parfumé, s'étendait sur des hectares, légués de génération en génération depuis plus d'un siècle. Ce patrimoine, elle l'avait reçu comme un fardeau et un privilège à la fois. Elle y vivait avec Jean-Luc, son mari depuis 18 ans, un homme à la prestance tranquille, toujours souriant, toujours aimable, connu dans les environs pour son aisance à parler de tout avec tout le monde. Ils formaient un couple sans histoire, du moins en apparence. Leur maison, une bastide ancienne au charme discret, était entourée de haies de romarin et de cyprès taillés avec soin. Chaque jour ressemblait au précédent. Claire se levait à 6 heures du matin, préparait le café pendant que Jean-Luc lisait le journal, puis passait la journée entre la gestion de la production, les comptes à vérifier et les promenades, avec leur vieux chien César. Les soirs se terminaient souvent par un dîner simple, du vin rouge, et quelques mots échangés sur la météo ou les affaires du village. Pourtant, derrière cette routine bien huilée, Claire ressentait depuis quelque temps une forme d'usure, comme un vêtement porté trop longtemps. Il y avait quelque chose d'indéfinissable, une distance subtile mais constante dans le regard de Jean-Luc, une absence dans ses gestes autrefois spontanés. Elle n'y prêtait guère attention, convaincue que les longues années de mariage émoussaient l'intensité sans jamais en altérer la solidité. Mais cette impression flottante allait bientôt trouver une forme plus concrète. Ce fut un mardi d'apparence ordinaire. Claire revenait d'une réunion avec le comptable et avait décidé, en attendant Jean-Luc, de ranger le bureau. Ce bureau, il en gardait jalousement la clé, prétendant que l'ordre y régnait mieux sans interventions extérieures. Mais il l'avait oublié sur la console de l'entrée. Elle poussa la porte, actionna la vieille lampe en laiton et commença à trier des papiers empilés sur le bureau massif en chêne. C'est en ouvrant un tiroir, en cherchant un classeur, qu'elle tomba sur un objet déplacé. Une enveloppe, blanche, sans nom, dissimulée sous un carnet de factures. Elle hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, un petit billet écrit à la main. « Merci pour hier. Tu me fais sentir vivante. Appelle-moi ce soir. » Elle. Claire resta immobile, le souffle coupé. Le papier tremblait légèrement entre ses doigts. Elle relut les mots, espérant y déceler une blague, un malentendu, quelque chose qui pourrait dissiper ce nuage menaçant qui s'installait en elle. Le billet portait un numéro de téléphone. Inconnu. Elle le posa, puis le reprit. 1 minute passa. 2. Finalement, dans un élan qu'elle ne comprit pas elle-même, elle sortit son portable et composa le numéro. Une sonnerie, puis une voix, jeune, rieuse. « Allô ?» Claire, saisie, ne répondit pas immédiatement. La femme insista, toujours aussi enjouée. « Jean-Luc, c'est toi ?» Claire coupa l'appel sans dire un mot. Elle resta là, debout, au milieu du bureau, le téléphone encore en main. Les murs semblaient s'être rapprochés. L'air était devenu plus dense, presque irrespirable. Ce simple billet avait fait basculer sa perception de toute une vie. Elle rangea tout comme si de rien n'était. Mais en elle, quelque chose avait commencé à se fissurer. Ce n'était plus une impression. C'était une certitude naissante. Le calme apparent de son monde venait d'être troublé par une voix inconnue. Et Claire savait que rien ne serait plus jamais tout à fait pareil. Le soleil de Provence baignait la maison d'une lumière douce ce matin-là, mais pour Claire, tout semblait légèrement voilé. L'arôme du café n'avait plus le même parfum réconfortant, et le chant des oiseaux, d'habitude si agréable, paraissait trop bruyant, presque agaçant. Jean-Luc lisait son journal comme toujours, les lunettes posées sur le bout de son nez, et hochait parfois la tête en murmurant un « ou un « tiens donc » à la lecture d'un article. Claire le regardait sans vraiment le voir. Depuis, la veille, son esprit était occupé par ce petit billet trouvé dans le tiroir. Cette phrase, écrite à la main avec une certaine légèreté, tournait en boucle dans son esprit. « Merci pour hier. Tu me fais sentir vivante. Appelle-moi ce soir. » Elle n'avait pas dormi. Allongée à côté de Jean-Luc, elle avait écouté sa respiration régulière, s'interrogeant sur la femme derrière cette voix au téléphone. Elle. Qui était-elle?
Une voisine? Une collègue? Une passagère de ses nombreux voyages à Marseille? Ce prénom initial, ou peut-être juste une lettre de tendresse, devenait un spectre qui s'immisçait partout, dans chaque recoin de ses pensées. Vers la fin de l'après-midi, alors que Jean-Luc était parti pour un rendez-vous avec un fournisseur de matériel agricole, Claire s'installa dans le salon, téléphone en main. Elle hésita longuement. La curiosité, mêlée à l'angoisse, formait une boule dans sa gorge. Puis, presque mécaniquement, elle composa le numéro inscrit au dos du billet. Une tonalité. 2, 3, puis une voix. « Allô ?» dit une femme, avec une légèreté désarmante. Elle semblait jeune. Très jeune. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle s'attendait à une voix rauque, plus âgée, peut-être professionnelle. Mais non, celle-ci avait la clarté d'une étudiante, l'enthousiasme d'une amoureuse. Il y avait quelque chose d'enfantin dans sa façon de dire ce simple mot. « Jean-Luc, c'est toi ?» continua-t-elle, sa voix emplie d'un plaisir sincère. « Tu m'appelles enfin ?» Claire sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait jamais ressenti un tel mélange de trahison et d'irréalité. C'était comme si elle regardait une scène de théâtre dont elle connaissait soudainement la fin. Sans réfléchir, elle raccrocha. Elle resta assise là, immobile, fixant le vide. L'appel avait duré à peine quelques secondes, mais c'était suffisant, assez pour faire vaciller tout ce qu'elle croyait savoir sur son mariage. Elle serra le téléphone dans ses mains, le cœur battant. Puis, lentement, elle se leva et monta à l'étage. Dans la salle de bain, elle se regarda dans le miroir. Son visage semblait soudain plus vieux. Non pas marqué par les années, mais par la prise de conscience brutale. Elle s'adossa contre le mur froid et laissa les larmes couler en silence. Le soir venu, elle n'en parla pas. Jean-Luc rentra, fit un commentaire sur le trafic, sur le prix du carburant, puis l'embrassa distraitement sur la joue. Il ne remarqua rien, ou faisait semblant. Claire le regarda aller et venir dans la cuisine, verser du vin, servir la salade, plaisanter sur une émission de télévision. Le spectacle de la normalité se poursuivait, mais elle n'en faisait déjà plus partie. Le lendemain, Claire décida de parler à Sophie, sa confidente depuis toujours, celle à qui elle n'avait jamais rien caché, jusqu'à ce mariage devenu peu à peu une sorte de prison élégante. Elles se retrouvèrent dans un petit café du village voisin, à l'abri des regards curieux. Claire raconta tout, du billet jusqu'à l'appel. Elle montra même le papier chiffonné qu'elle gardait dans son sac, comme une preuve matérielle de son supplice. Sophie l'écouta sans l'interrompre, puis, après un long silence, elle murmura « Je ne suis pas surprise ». Claire releva la tête, abasourdie. « Tu savais quelque chose ?» demanda-t-elle. « Non. Mais j'ai vu des regards, entendu des choses. Et Jean-Luc, il a changé. Ce n'est pas une impression, Claire. Mais tu ne voulais rien voir. Tu disais toujours que tout allait bien. » Claire sentit la colère monter. Pas contre Sophie, mais contre elle-même, contre sa propre cécité volontaire, contre le confort factice qu'elle s'était efforcée de préserver. Elle n'avait pas voulu entendre, ni voir, parce que cela aurait signifié remettre toute sa vie en question. « On va le suivre », proposa Sophie, plus déterminée qu'elle. « Discrètement. Je connais quelqu'un à Marseille. Il pourra nous aider. » Le plan se mit en place dès le jour suivant. Claire, bien qu'hésitante, accepta. Elle ne voulait pas d'un affrontement basé sur des soupçons. Elle voulait la vérité, une preuve que même Jean-Luc ne pourrait nier. Les jours passèrent, et Jean-Luc continua sa comédie. Toujours aussi charmant, toujours aussi attentionné. Il évoquait un nouveau projet pour la ferme, une extension vers la parfumerie, des idées pour moderniser l'emballage des produits. Claire l'écoutait, notait parfois des détails, mais tout lui semblait creux, comme une chanson dont on a oublié le sens. Puis, au 5e jour, en fin d'après-midi, Sophie l'appela. Sa voix était tremblante, presque fébrile. « Claire, il est à Marseille, rue Sainte-Victoire, restaurant Le Jardin Secret. Il n'est pas seul. Il tient la main d'une fille. Je dirais qu'elle a 25 ans, pas plus. » Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Elle était assise sur la terrasse, entourée par les lavandes, en floraison. L'odeur, d'habitude si apaisante, la prit à la gorge. « Tu veux que je passe te chercher ?» demanda Sophie. « Non, » répondit Claire d'une voix calme. « Je vais y aller moi-même. » Elle raccrocha. Elle resta un moment sans bouger, puis se leva. Elle entra dans la maison, changea de vêtements. Elle choisit une tenue simple, élégante, et attacha ses cheveux. Elle se regarda dans le miroir une dernière fois, pas pour se rassurer, mais pour se préparer. Elle n'allait plus fuir. Le ciel était couvert lorsqu'elle quitta la maison, comme si la nature elle-même pressentait la noirceur du moment à venir. Claire conduisait en silence, ses mains crispées sur le volant. La route sinueuse qui reliait la Provence à Marseille, qu'elle connaissait si bien, lui paraissait soudain étrangère. À chaque virage, elle tentait de réprimer les pensées qui affluaient en rafales. Des images floues de Jean-Luc riant, tenant une autre main, embrassant un autre visage que le sien. Elle se força à se concentrer sur l'instant, sur sa respiration, sur l'objectif simple mais dévastateur. Voir pour croire. Voir pour ne plus jamais douter. Elle arriva à Marseille en fin d'après-midi. Le quartier autour du restaurant Le Jardin Secret était animé, malgré la brume légère. Les terrasses étaient occupées par des clients bavards. Les serveurs naviguaient entre les tables, et une douce musique flottait dans l'air. Claire se gara à quelques rues de là, se regarda dans le rétroviseur une dernière fois, puis descendit. Ses talons claquaient doucement sur le pavé alors qu'elle avançait vers le lieu du rendez-vous, le cœur battant, chaque pas plus lourd que le précédent. Sophie l'attendait non loin, dissimulée derrière une rangée de platanes. Elle avait apporté un petit appareil photo, rien de professionnel, mais suffisant pour capturer ce qui devait l'être. Lorsqu'elle vit Claire approcher, elle hocha doucement la tête et d'un geste lent, pointa du doigt la grande baie vitrée du restaurant. Claire suivit la direction indiquée. Et là, dans un coin intime du restaurant, près d'une lampe suspendue, elle le vit. Jean-Luc. Assis face à une jeune femme à la chevelure châtain clair, longue et lisse, vêtue d'une robe verte qui laissait deviner une silhouette fine et gracieuse. Elle riait, les mains posées sur la table, et il lui tenait la droite avec tendresse. Son regard, celui-là même qu'il avait autrefois réservé à Claire, était posé sur elle, intense, amoureux, complice. Claire sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Ce n'était pas une rencontre fortuite, ce n'était pas un malentendu. C'était une intimité construite, répétée, entretenue dans le secret. Il la regardait comme on regarde une promesse. Elle détourna les yeux, recula lentement, s'éloigna de la fenêtre. Elle avait vu ce qu'elle était venue voir. Sophie s'approcha, posant une main légère sur son épaule. « Tu veux rentrer ?» demanda-t-elle à voix basse. Claire hocha la tête, incapable de parler. Elles retournèrent à la voiture sans dire un mot. Une fois à l'intérieur, Claire prit le téléphone de Sophie et regarda les photos prises. Il n'y avait aucun doute possible. Ils semblaient inséparables, amoureux, installés dans une habitude partagée. C'était plus qu'un adultère, c'était une double vie. Sur le chemin du retour, Claire resta silencieuse. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas. Quelque chose en elle s'était figé. Une dignité farouche prenait doucement la place de la douleur brute. Elle ne serait pas la femme brisée que l'on plaint. Elle serait celle qui décide, celle qui agit. Le soir, elle rentra à la maison avant Jean-Luc. Elle prépara le dîner, comme si de rien n'était. Lorsqu'il arriva, il embrassa distraitement sa joue, posa sa veste et commença à raconter une histoire banale sur un fournisseur retardataire. Elle l'écoutait, calmement. Chaque mot prononcé par Jean-Luc lui semblait maintenant étranger, comme si elle écoutait un homme qu'elle ne connaissait plus. Elle ne dit rien ce soir-là. Pas encore. Elle savait que l'affrontement viendrait, mais elle voulait choisir le moment. Elle voulait le voir mentir une fois encore. Elle voulait mesurer l'étendue de sa trahison jusqu'au bout. Mais le lendemain matin, les choses prirent une tournure inattendue. Claire reçut un message anonyme. Une série de photos envoyées par une adresse inconnue. Des clichés pris visiblement par la jeune femme elle-même, dans divers endroits, un hôtel avec vue sur la mer, un dîner intime,
Des selfies dans une voiture que Claire reconnut immédiatement comme étant celle de Jean-Luc. Il y avait même une image d'eux deux dans la cuisine qu'elle avait elle-même décorée, riant, cuisinant, comme s'ils étaient chez eux. Mais le pire fut un détail. Sur une étagère, à l'arrière-plan, on voyait un cadre photo. Le même que Claire croyait perdu depuis des mois. Un portrait de jeunesse d'elle et Jean-Luc, posé jadis dans leur chambre, désormais en possession de l'amante. Ce fut la gifle finale. Quand Jean-Luc revint ce soir-là, il trouva Claire assise à la table, les photos imprimées devant elle. Il blêmit, tenta de rire, de prétendre l'ignorance, mais elle le fixa, droite, impassible. « Tu veux vraiment que je te laisse mentir encore ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'y avait plus rien à dire. La trahison était désormais une évidence. Un fait, une blessure qui ne guérirait jamais vraiment. La nuit suivante fut sans sommeil. Claire restait éveillée, allongée dans le noir, les yeux fixés au plafond, comme si l'obscurité pouvait absorber l'ampleur de son humiliation. À ses côtés, Jean-Luc dormait, ou faisait semblant de dormir. Il ne lui avait plus adressé un mot depuis la confrontation. Il s'était contenté d'un silence pesant, alternant entre nervosité et culpabilité silencieuse, comme s'il espérait que le temps efface ce qui avait été vu, ce qui avait été dit. Mais Claire n'était pas femme à oublier, et encore, moins à pardonner sans comprendre. Le matin suivant, elle se leva avant l'aube, comme à son habitude. Elle prépara du café, non pas pour elle, mais par automatisme. Elle observait les objets de la cuisine comme s'ils appartenaient à une autre vie, une autre Claire. Les rideaux qu'elle avait choisis, les assiettes héritées de sa mère, la nappe brodée par sa grand-tante, tout lui semblait maintenant teinté de mensonges, sali par la duplicité silencieuse d'un homme qu'elle avait aimé sans réserve. Jean-Luc descendit, mal rasé, l'air penaud. Il tenta un sourire, comme s'il pouvait reprendre la routine sans conséquence. Claire, debout près de la fenêtre, le regarda longuement, sans répondre. Il murmura quelque chose à propos d'un client à appeler, puis quitta la pièce, prétextant un départ urgent. Il fuyait. Il fuyait son regard. Les jours suivants furent un théâtre de silence. Aucun cri, aucune dispute, rien que la distance glaciale d'un mariage devenu cendre. Claire ne parlait plus que le strict nécessaire. Jean-Luc faisait semblant d'être occupé, multipliait les absences, parfois pendant des jours. Lorsqu'il rentrait, il trouvait toujours Claire calme, mais ailleurs, comme si elle avait déjà tourné la page. Un soir, Sophie lui envoya un message. « Tu dois voir ça. » Il s'agissait d'une capture d'écran. Une story publiée par une jeune femme nommée Laurie, où l'on voyait clairement Jean-Luc, torse nu, allongé dans un hamac, un verre de vin à la main, souriant à l'objectif. La légende était sans équivoque. « Mon homme, mon roc, mon éternel. » Claire ressentit une douleur sourde, mais cette fois, elle n'était pas surprise. Elle n'en parla à personne. Elle alla dans le bureau, ouvrit à nouveau le tiroir, et cette fois, chercha plus loin. Elle découvrit un autre téléphone, un modèle simple, sans mot de passe, contenant des dizaines de messages, des photos, des promesses, des rendez-vous, tout était là. Le journal intime de sa trahison. Mais ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas l'ampleur de la double vie de Jean-Luc. Ce fut la découverte qu'il ne s'était jamais donné la peine de cacher cela réellement. Il avait laissé des indices partout, comme s'il ne croyait pas qu'elle chercherait un jour. Comme si, dans son esprit, Claire était devenue transparente. Pire encore, en feuilletant les messages, elle tomba sur une conversation avec un notaire. Jean-Luc parlait de réorganiser certains titres de propriété de la ferme. Cela éveilla en elle un soupçon plus profond. Elle alla chercher les dossiers de succession de son père, les actes de propriété, les contrats qu'elle avait signés sans trop les lire, en confiance. Et là, elle trouva ce qu'elle ne voulait pas voir. Un document, signé 6 mois plus tôt, autorisait Jean-Luc à engager une partie du terrain comme garantie pour un prêt personnel. Un autre papier parlait de projets d'expansion. Mais aucun de ces projets ne figurait dans les comptes de la ferme. Claire comprit alors que son mari n'avait pas seulement trahi son cœur.
Il avait trahi l'héritage de sa famille. Elle s'effondra, seule dans le bureau. Pas en larmes, mais en silence. Un silence lourd, fait de siècles de labeur familial, de lavandes cultivées avec patience, de souvenirs d'enfance à courir dans les champs, de nuits passées à sécher les récoltes, à planifier les saisons. Tout cela avait été mis en jeu par un homme pour des week-ends à la mer, avec une fille qui aurait pu être sa fille. Mais au fond de cette détresse, quelque chose s'éveilla. Un feu. Une colère lucide. Une volonté ancienne, transmise. Par les femmes de sa lignée, fière, discrète, mais inébranlable. Elle se redressa, elle regarda à nouveau les actes, elle fit une liste, elle contacta un avocat, elle fit des copies, les rangea dans un classeur rouge. Ce n'était plus le temps de la douleur. C'était le temps de la reconquête, non pas de Jean-Luc, mais d'elle-même. Ce soir-là, alors que Jean-Luc rentrait, elle l'attendait dans le salon, vêtue sobrement, les documents étalés devant elle. Il s'arrêta, surpris, inquiet. Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle leva la main. « Assieds-toi. » Il obéit, désemparé. Elle lui tendit les papiers, un à un. Il les lut, blêmit, chercha à expliquer. Elle l'écouta en silence. Puis, d'une voix ferme, elle dit « Tu ne m'as pas seulement trompé, tu as trahi ma famille, tu as volé notre nom, tu as risqué la seule chose que je n'ai jamais cessé d'aimer. Pourquoi? Pour des week-ends minables avec une gamine ?» Jean-Luc ne répondit pas. Il se leva, quitta la pièce. Claire resta là, droite, fière. Elle n'était plus une épouse bafouée. Elle était une femme en guerre. Les jours suivants furent consacrés au silence et à la stratégie. Claire ne parlait presque plus, mais elle agissait sans relâche. Dès l'aube, elle était dans les bureaux administratifs de la ferme, les archives ouvertes, les dossiers étalés comme les pages d'un livre qu'elle n'avait jamais pris le temps de lire. Elle fouillait chaque document, chaque registre de propriété, chaque lettre signée par Jean-Luc. Elle cherchait une vérité plus profonde que celle de la trahison sentimentale. Une vérité qui expliquerait comment, et surtout pourquoi, son mari avait osé s'attaquer à ce qu'il y avait de plus sacré, la terre de ses ancêtres. C'est dans une chemise cartonnée oubliée au fond d'un placard qu'elle trouva le document qui fit tout basculer. Il s'agissait d'une promesse de vente partielle, dissimulée derrière un faux projet d'investissement. Jean-Luc, sous prétexte d'agrandir les installations de distillation, avait engagé la mise en garantie de 3 hectares de lavande, les plus anciens, ceux qui bordèrent la rivière, et que son grand-père appelait « le cœur de la terre ». Le bénéficiaire de cette opération n'était pas une banque, mais une société immobilière obscure, dont le siège se trouvait à Paris. Claire s'enfonça dans les recherches, croisa les informations avec l'aide discrète d'un jeune, notaire qu'elle connaissait depuis des années, et découvrit une série d'opérations complexes, toutes tournant autour de la même idée, la liquidation progressive de son héritage. Elle lut, horrifiée, un courrier où Jean-Luc évoquait une libération financière grâce à la vente partielle des terrains et parlait d'investissement pour l'avenir. À aucun moment il ne mentionnait Claire. À aucun moment il ne demandait son accord. Il avait signé seul, se servant des pouvoirs que, naïvement, elle lui avait confiés à la signature du contrat de mariage. La rage qui naquit en elle fut silencieuse, dense, ancienne. Ce n'était pas la fureur aveugle d'une femme trahie, mais la colère d'une lignée entière qu'on avait tenté de voler. Elle pensa à son père qui avait passé ses derniers jours à lui rappeler que « la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons ». Elle pensa à sa mère, aux mains couvertes de sève, qui disait que la lavande murmurait à celle qui savait écouter. Claire écoutait maintenant. Et ce qu'elle entendait, c'était le cri d'une femme que l'on avait trahie sur tous les fronts. Elle décida alors de ne plus subir. Elle prit rendez-vous avec l'avocat spécialisé en patrimoine rural que son père consultait autrefois. Elle révoqua tous les mandats que Jean-Luc détenait. Elle entama une procédure judiciaire discrète pour bloquer les transactions suspectes. Elle demanda un audit complet des finances de la ferme. Et surtout, elle commença à reconstruire, pièce par pièce, la structure juridique de son empire familial. Pendant ce temps, Jean-Luc continuait à faire comme si de rien n'était. Il rentrait tard,
prétendait des réunions ou des problèmes logistiques. Il évitait de croiser Claire, ne s'attardait jamais trop dans une pièce où elle se trouvait. Il sentait, sans comprendre, que quelque chose avait changé, que le terrain sur lequel il marchait devenait instable. Mais Claire ne le confronta plus. Elle le laissait s'enfoncer. Un matin, elle reçut un appel inattendu. « Madame Moreau, ici Antoine Valois. Je suis à la tête de Valois Capital. Nous avons eu vent que certaines parcelles de votre propriété pourraient être mises en vente. Je souhaiterais vous rencontrer. » Claire fut surprise par le nom. Antoine Valois. Cela lui disait quelque chose. Elle se souvint d'un étudiant brillant, dans son ancienne université, un homme discret, passionné d'histoire et de botanique. Elle accepta le rendez-vous, intriguée. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant d'Aix-en-Provence. Antoine était élégant, sobre, avec ce charme tranquille des hommes qui n'ont rien à prouver. Il ne perdit pas de temps avec des flatteries. « Votre domaine m'intéresse depuis longtemps, non pas pour l'exploitation directe, mais pour sa valeur culturelle et écologique. Je suis prêt à vous faire une offre directe. 70 millions d'euros pour la totalité de la propriété. » Claire faillit lâcher son verre. Le montant dépassait toutes les estimations. Elle le fixa longuement. « Pourquoi un tel prix ?» Antoine sourit. « Parce que je connais sa valeur, et parce que je sais ce qu'un homme a essayé de faire derrière votre dos. » Il ne dit pas comment il avait su, mais Claire comprit que ce n'était pas un hasard, que cette rencontre n'était pas due au simple intérêt du marché. Elle rentra chez elle bouleversée. L'idée de vendre la ferme l'avait toujours effrayée. Mais pour la première fois, elle envisagea cette possibilité non pas comme une fuite, mais comme une délivrance. Ce n'était plus un abandon, c'était une reconquête. Elle ne serait pas la gardienne d'un passé trahi. Elle deviendrait l'architecte d'un avenir neuf. Elle passa la nuit à marcher dans les champs, à sentir une dernière fois l'odeur pure de la lavande, à toucher l'écorce des vieux oliviers, à murmurer des adieux silencieux aux pierres de la Bastide. Et au lever du jour, la décision était prise. Elle allait vendre, non par faiblesse, mais pour se libérer. Le jour du rendez-vous définitif, le ciel était clair et le mistral soufflait doucement à travers les champs de lavande encore intacts. Claire s'était levée avant l'aube. Elle avait enfilé une robe simple, couleur crème, la même qu'elle portait lors du dernier anniversaire de son père. Elle prit un moment pour marcher lentement dans la propriété, en silence. Chaque recoin de la ferme semblait vouloir lui murmurer un souvenir. L'arbre sous lequel elle s'était cachée enfant, le vieux mur de pierre qu'elle avait reconstruit avec son grand-père, le grenier où elle gardait encore les lettres de sa mère. Mais aucun de ces souvenirs, aussi beaux soient-ils, ne suffisait à effacer l'amertume des derniers mois. Antoine Valois l'attendait déjà dans le salon principal. Il se tenait près de la cheminée, observant les poutres anciennes, les meubles en bois massif, les tableaux qui représentèrent les générations passées. Il se tourna vers elle avec un sourire discret. « Merci de m'accueillir ici, Claire. » Elle hocha la tête, l'invita à s'asseoir, et les documents furent posés sur la table centrale, entre eux. L'avocat de Claire était présent, tout comme celui d'Antoine. Le notaire lut les termes avec rigueur, les clauses défilèrent, les signatures furent apposées une à une, comme autant de battements de cœur résignés. 370 millions d'euros. C'était une somme presque irréelle, un chiffre écrit noir sur blanc, qui ne reflétait ni la sueur des vendanges passées, ni les rires des dimanches en famille, ni les pleurs de solitude accumulés au fil des années. Et pourtant, ce chiffre marquait la fin d'un chapitre. Claire signa sans trembler. À la fin de la transaction, Antoine se leva et lui tendit la main. Elle la serra sans détour, sans émotion excessive. « Vous avez été courageuse », dit-il simplement. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin d'être reconnue. Elle avait simplement besoin d'être libre. Jean-Luc ne fut informé de la vente que 2 jours plus tard. Il reçut une lettre recommandée à son retour d'un voyage prétendument professionnel. Il lut les documents, constata la réalité. Son nom n'y figurait nulle part. La propriété n'était plus entre ses mains, ni même dans celle de Claire. Elle appartenait désormais à un autre monde, un autre destin. Il tenta de la joindre. Elle ne répondit pas. Il envoya un message,
puis un autre, puis plusieurs. Tous restèrent sans réponse. Un mois plus tard, Claire disparut de la Provence. Elle laissa la maison vide, rangée, chaque chose à sa place. Elle prit un train au départ d'Avignon, sans annonce, sans adieu, sans plan affiché. Elle arriva à Paris sous une pluie fine, enveloppée dans un manteau gris, des lunettes sombres sur le visage. Une femme parmi tant d'autres. Mais intérieurement, elle n'était plus la même. Elle s'installa dans un petit appartement du 6e arrondissement, loin du tumulte touristique, mais assez proche des galeries d'art, des librairies indépendantes, des cafés où les conversations s'étiraient jusqu'au soir. Elle se faisait appeler simplement Madame Moreau, sans titre, sans passé. Elle s'inscrivit à des cours d'histoire de l'art, assista à des expositions, commença à fréquenter des cercles intellectuels où personne ne la connaissait. Au bout de quelques semaines, elle fut remarquée par une galeriste, fascinée par sa connaissance sensible des couleurs, son regard aiguisé sur les œuvres contemporaines. Claire commença à investir discrètement dans des artistes émergents. Elle finança une première exposition, puis une deuxième. Rapidement, elle devint une figure silencieuse mais influente du milieu artistique parisien. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. Certains murmuraient qu'elle était veuve, d'autres qu'elle avait hérité d'une fortune discrète. Elle ne confirmait rien. Elle souriait simplement, avec ce détachement d'une femme qui n'avait plus rien à prouver. Puis, vint le soir du vernissage de l'exposition Résonance, dans une galerie du Marais. Claire était la mécène principale de l'événement. Elle se tenait droite, élégante, vêtue de noir, observant les invités d'un regard calme. Et c'est là qu'il apparut. Jean-Luc, amaigri, le regard perdu, mal à l'aise dans ce monde qui n'était pas le sien. Il l'avait cherché, il l'avait retrouvé. Il s'approcha lentement, hésitant. Claire. Elle se tourna vers lui, lentement. Son visage ne trahissait rien. Ni haine, ni surprise, ni pitié. « Je peux te parler ?» demanda-t-il. Elle le regarda un instant, puis posa sa coupe de champagne sur une table proche. « Non, Jean-Luc, ce n'est plus nécessaire. » Il resta figé. Elle tourna les talons et s'éloigna, saluant une artiste en devenir, échangeant quelques mots sur une sculpture en verre. Jean-Luc la suivit des yeux, incrédule. Il n'y avait eu ni cri ni reproche. Seulement un vide, un mur de froideur polie. Elle n'était plus son épouse. Elle était devenue une étrangère, inaccessible, libre. Les jours qui suivirent la signature du contrat furent marqués par une sérénité étrange, presque irréelle. Claire passait ses matinées à ranger la Bastide pièce par pièce, comme on prépare un lieu sacré pour une cérémonie de passage. Chaque meuble, chaque objet était manipulé avec soin, nettoyé, replacé dans un ordre nouveau, comme pour marquer une séparation définitive entre le passé et ce qu'elle devenait. Elle n'avait ni hâte ni regret. C'était une transition, une mue silencieuse. Elle avertit ses employés un à un. Certains pleurèrent, d'autres furent stupéfaits. Aucun ne la jugea. Tous comprenaient, même sans connaître les détails. Claire leur assura que le nouveau propriétaire souhaitait maintenir l'exploitation du domaine et qu'il serait libre de rester, s'il le souhaitait. Elle leur offrit des primes de départ ou des lettres de recommandation, selon leur choix. Elle n'oublia personne. Le dernier jour, elle monta seule au grenier et ouvrit la grande malle de sa mère. À l'intérieur, elle trouva des cahiers, des foulards, des photos anciennes. Elle en garda quelques-unes, juste assez pour se souvenir sans s'enchaîner. Elle descendit lentement l'escalier de bois et ferma la porte derrière elle pour la dernière fois. Le matin du départ, elle quitta la ferme au lever du soleil. Personne ne l'attendait. Elle n'avait prévenu personne. Elle laissa derrière elle la clé sur la table de la cuisine, une lettre brève adressée à Antoine et un bouquet de lavande fraîchement cueilli dans un vase en terre cuite. Elle prit un train à la gare d'Avignon. Son billet était pour Paris. Elle n'avait pas de plan précis, seulement une certitude. Elle ne voulait plus vivre pour préserver un héritage ou un mariage. Elle voulait exister par choix, par conviction. Lorsqu'elle arriva à Paris, 1 mois s'était déjà écoulé depuis la vente. Les rues étaient grises, l'air chargé de cette odeur unique de ville ancienne, mêlée à la pluie
et au bitume. Claire s'installa dans un petit appartement du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Un lieu modeste, mais élégant, situé au 5e étage d'un immeuble aux volets bleus. Elle passa les premières semaines à redécouvrir la ville, à marcher sans but, à observer les visages, les vitrines, les détails oubliés. Elle acheta des vêtements sobres, coupa ses cheveux et s'inscrivit à des séminaires de philosophie et d'art contemporain. Elle évitait les lieux mondains, mais assistait en silence à des vernissages, des conférences, des projections, de films indépendants. Elle devint une silhouette discrète, mais remarquée. Une femme au regard calme, à la posture droite, toujours seule, toujours attentive. Elle utilisa une partie de l'argent de la vente pour créer un fonds privé, destiné à soutenir des artistes émergents. Elle ne signait pas les chèques elle-même. Tout passait par un pseudonyme administratif. Elle ne voulait pas de reconnaissance. Elle voulait offrir des possibilités. Un mois après son installation, elle fut invitée à une soirée privée, dans une galerie du Marais. L'exposition s'intitulait « Fragments de silence ». Claire s'y rendit vêtue d'un tailleur noir et d'un manteau en laine. Son visage n'exprimait rien, sinon une paix nouvelle, profonde. Elle fit la connaissance de plusieurs artistes, échangea quelques mots, puis, vers la fin de la soirée, elle s'approcha d'une jeune peintre qui présentait une série de toiles inspirées par la solitude féminine. Claire l'écouta, lui parla de composition, de lumière. La jeune femme sembla touchée. « Vous êtes critique d'art ?» demanda-t-elle. Claire répondit simplement « Non. » Mais j'ai appris à regarder. C'est alors qu'Antoine Valois entra dans la galerie. Il n'était pas prévu. Elle le reconnut immédiatement. Ils échangèrent un regard. Il s'approcha, lentement, et lui tendit un verre. « Paris vous va bien ?» dit-il. Elle sourit légèrement. Ce n'était pas une remarque de dragueur. C'était une reconnaissance. Il voyait ce qu'elle était, devenue. Ils parlèrent longuement. D'art, de silence, de reconstruction. Antoine lui parla d'un projet, revitaliser des propriétés rurales abandonnées à travers la France. Un projet alliant écologie, culture, tourisme durable. Il lui proposa de réfléchir à une éventuelle collaboration. Claire n'accepta pas immédiatement. Mais cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle se surprit à penser à ces terres, lointaines, aux villages endormis, aux bâtisses pleines de potentiel. Elle comprit que, peut-être, son histoire avec la terre n'était pas terminée, qu'il ne s'agissait pas de fuir la campagne, mais de la réinventer. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit profondément. Et au réveil, elle sut que quelque chose était en train de renaître. Le vernissage suivant eut lieu dans une grande galerie du quartier de Montparnasse. L'exposition portait sur les métamorphoses urbaines, et Claire y figurait désormais non seulement comme mécène, mais aussi comme co-organisatrice. Son nom, inscrit sobrement sur le programme, ne disait rien de son passé, mais suffisait pour qu'on murmure autour d'elle. Madame Moreau, elle a un regard sûr. Elle finance sans jamais imposer. On dit qu'elle vient du Sud, d'une grande propriété. Claire circulait parmi les œuvres, accueillait les invités avec ce mélange de discrétion et d'autorité tranquille qu'on lui connaissait désormais. Elle ne cherchait pas les regards, mais elle les attirait. Il y avait dans sa silhouette quelque chose d'intouchable, comme une cathédrale silencieuse au milieu d'une place bruyante. Ce soir-là, la galerie était pleine. Verres de champagne, canapés aux herbes fines, murmures élégants. Claire se tenait près d'une sculpture en acier torsadé, discutant avec un architecte japonais. Elle parlait peu, mais avec justesse. Son regard allait d'un visage à l'autre, attentif, mais détaché. Puis, soudain, elle le vit. Jean-Luc. Il était là. Debout à l'entrée, vêtu d'un costume mal ajusté, cherchant des yeux dans la foule. Il avait vieilli. Le teint plus pâle, les traits tirés. Sa prestance naturelle semblait s'être éteinte. Il avança lentement, visiblement incertain, bousculé par la foule, désorienté par les codes d'un monde qui n'était pas le sien. Claire ne bougea pas. Il la vit enfin. S'approcha. Il fallait du courage ou du désespoir. Peut-être un mélange des deux. Il la regarda comme un naufragé regarde une côte lointaine. Claire. Elle le fixa sans un mot. Son visage
était calme, ni dureté, ni compassion. Il poursuivit, mal à l'aise, incapable de cacher son trouble. « Je t'ai cherché. Je voulais te voir, te parler, comprendre. » Elle l'interrompit, d'une voix douce mais ferme. « Comprendre quoi, Jean-Luc? Que tu as détruit, sans jamais t'interroger? Que tu as menti sans un seul doute? » Il baissa les yeux. « Je n'ai pas su. Je pensais. »« Tu pensais que je resterais ?» murmura-t-elle. Il releva les yeux, sa voix se brisa. « Je suis désolée. » Claire secoua lentement la tête. Elle ne souriait pas, elle constatait. « Ce n'est pas moi que tu dois convaincre, c'est toi. » Elle le regarda un instant. Il était là, perdu au milieu de cette galerie moderne, entouré de visages qui ne lui appartenaient pas, d'œuvres qu'il ne comprenait pas. Il semblait déplacé, décalé. Un homme qui n'avait plus sa place. Elle lui tourna le dos, sans violence, sans éclat, et s'éloigna. Jean-Luc resta planté là, incapable de suivre. Il regarda autour de lui. Personne ne le saluait. Personne ne le connaissait. Il n'était plus que l'ombre d'un nom. Claire, elle, rejoignit Antoine, qui l'attendait près d'un tableau abstrait. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas crié. Elle n'en avait pas eu besoin. Le plus grand châtiment, c'était ce silence. Cette indifférence froide et pleine. Ils restèrent quelques minutes à contempler l'œuvre. Puis Claire reprit un verre, salua un photographe, échangea quelques mots avec une critique d'art. Elle s'était inscrite dans une nouvelle temporalité, un nouvel espace. Jean-Luc n'en faisait plus partie. Le lendemain, elle reçut un dernier message. Une ligne unique. « Je comprends maintenant. Tu avais raison. » Elle ne répondit pas. Elle effaça le message, puis éteignit le téléphone. Elle marcha dans les rues de Paris, son manteau flottant au vent. Il y avait dans ses pas la certitude du renouveau. Elle avait été trahie, humiliée, vidée. Mais elle s'était relevée. Elle avait construit, ailleurs, une version d'elle-même que personne ne pourrait plus détruire. Quelques jours après, le vernissage, Claire invita Sophie à Paris. Elles ne s'étaient pas revues depuis le départ de Claire de la Provence, et malgré les appels et les messages échangés, rien ne valait une conversation face à face. Sophie arriva par le train, de midi, le visage curieux, un peu tendu. Elle savait que Claire avait changé, mais elle ne s'attendait pas à cette transformation. Claire l'attendait à la sortie de la gare. Droite, élégante, vêtue d'un long manteau beige, elle semblait irréelle dans le tumulte des voyageurs. Elles se prirent dans les bras, longuement, sans mots. Puis Claire l'entraîna vers un petit restaurant discret, au bord d'un canal calme. Elles commandèrent 2 cafés, et enfin, la conversation commença. Sophie l'écouta raconter tout. Paris, l'exposition, Antoine Valois. Mais surtout, elle écouta ce que Claire n'avait encore jamais dit à personne. « Tu te souviens d'Antoine Valois ?» demanda Claire. Sophie fronça les sourcils. Le nom lui disait quelque chose. L'université? Le type qui lisait Kant dans le métro? Claire sourit pour la première fois ce jour-là. Lui-même. On a perdu contact après la fac, mais je savais ce qu'il était devenu. Il avait lancé une boîte d'investissement éthique. Il s'intéressait à l'agriculture, au patrimoine. Quand j'ai compris ce que Jean-Luc faisait avec la ferme, j'ai pensé à Antoine. Sophie ouvrit de grands yeux. « Tu l'as contacté ?» Claire hocha la tête. Je lui ai parlé du domaine, des terres. Il a tout de suite compris ce que ça représentait. Il m'a proposé un plan. Acheter. À un prix élevé, mais avec une condition, que je puisse choisir ce que deviendrait la propriété après. Sophie resta un moment silencieuse. Tu avais tout prévu, Claire. Tu n'as jamais réagi. Tu as agi. Comme une stratège. Claire fixa son café, puis releva les yeux. Je ne voulais pas d'un scandale, pas d'une guerre. Je voulais reprendre le contrôle, faire de cette histoire une libération, pas une destruction. Antoine m'a permis ça. Et Jean-Luc ? Demanda Sophie. Il n'a rien vu venir. Il croyait que j'étais brisée, que j'allais pleurer, supplier. Il pensait que j'étais comme lui,
dépendante d'un monde figé. Sophie hocha lentement la tête, admirative. Tu as reconstruit ton indépendance sans faire de bruit. C'est la vengeance la plus brillante que j'ai jamais vue. Claire sourit. Ce n'était pas une vengeance, c'était une renaissance. Elles passèrent l'après-midi à marcher dans les ruelles du quartier latin. Claire montra à Sophie ses lieux favoris, une librairie cachée, une galerie minuscule où elle avait acheté sa première œuvre, un café où elle écrivait parfois. Tout en elle respirait la paix retrouvée. En fin de journée, elles s'installèrent sur un banc du jardin du Luxembourg, regardant les enfants jouer, les couples flâner. Sophie brisa le silence. « Tu vas rester ici ?» Claire hésita, puis répondit « Non. Paris m'a offert une transition, mais je sens que ce n'est pas encore la fin. J'ai accepté le projet d'Antoine. On va parcourir la France. Redonner. Avis à des lieux oubliés. Et toi, tu es revenue à la vie ?» murmura Sophie. Claire acquiesça. Elle n'était plus l'héritière d'un domaine trahi. Elle était une femme libre, une architecte de possible. Le silence qu'elle avait choisi n'était pas une fuite, c'était une stratégie, une respiration. Et maintenant, elle était prête à parler, à agir, à vivre. Aix-en-Provence. Une ville que Claire n'avait pas foulée depuis des mois, peut-être des années. Le retour se fit dans un silence méditatif. Elle ne revenait pas pour renouer avec ses racines, mais pour marquer un point, clore un cycle. Ce soir-là, elle était l'invitée d'honneur d'un dîner caritatif organisé par une fondation culturelle locale. Antoine, devenu entre-temps un allié autant qu'un partenaire de projet, l'avait convaincue de prendre la parole lors de l'événement. Ce n'était pas un caprice de mondaine. C'était une occasion choisie. La salle était vaste, décorée de manière sobre, mais élégante. Des bougies éclairaient les tables rondes et une douce musique classique flottait dans l'air. Les convives étaient nombreux, artistes, mécènes, personnalités politiques locales. Parmi eux, comme elle l'avait prévu, se trouvait Jean-Luc. Il était là, vêtu de sombre, dissimulé dans la foule, entouré de quelques visages familiers. Il avait entendu parler de l'événement, lu le nom de Claire sur les affiches et n'avait pas pu résister. Peut-être espérait-il encore comprendre, ou même se faire remarquer. Claire le vit, évidemment. Mais elle ne détourna pas les yeux. Le dîner se déroula lentement, avec l'habituelle chorégraphie des couverts, des toasts et des discours modérés. Puis vint le moment tant attendu. Le maître de cérémonie annonça son nom. Claire se leva, traversa la salle sous des applaudissements polis et monta sur l'estrade. Elle portait une robe noire, sans bijoux, les cheveux relevés. Lorsqu'elle se plaça devant le micro, le silence fut immédiat. On ne savait pas ce qu'elle allait dire, mais on sentait que ce serait important. « Mesdames, messieurs, commença-t-elle, ce soir, je ne vais pas vous parler d'art, ni de mécénat, ni même de culture. Je vais vous parler d'indépendance. » Un léger frémissement parcourut l'assemblée. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour exigeait le silence, que la loyauté signifiait l'abandon de soi, que le mariage justifiait l'effacement progressif de ce que l'on est. J'ai vécu dans l'ombre de cette croyance, jusqu'au jour où j'ai découvert que ce silence, ce renoncement, n'était pas un acte d'amour, mais une soumission. Les regards s'échangèrent autour des tables. Claire parlait doucement, mais avec une intensité contenue. J'ai été trahie, intimement, profondément. Mais je ne suis pas ici pour accuser. Je suis ici pour témoigner. Car ce que j'ai reconstruit depuis, ce que j'ai compris, vaut plus que toutes les illusions perdues. Elle marqua une pause, son regard balaya la salle. Elle croisa les yeux de Jean-Luc. Il était pétrifié. On m'a dit que j'étais forte. Mais ce n'est pas vrai. Je ne suis pas forte. Je suis lucide. Et je veux dire à toutes les femmes, présentes ici ce soir, la douleur n'est pas un destin. Le silence n'est pas une solution. Ce que l'on vous vole, vous pouvez le reprendre. Ce que l'on détruit en vous, vous pouvez le recréer. À votre façon, avec votre voix. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva. Certains se levèrent. D'autres restèrent figés, touchés, remués.
Jean-Luc, lui, ne bougeait plus. Il semblait rapetissé dans sa chaise, étranger à ce monde qu'il ne reconnaissait pas. Il n'avait plus aucun pouvoir sur cette femme qu'il avait autrefois cru dominer. Elle ne l'avait pas dénoncée. Elle ne l'avait pas nommée. Mais tout le monde avait compris. Claire quitta l'estrade comme elle y était montée. Droite, sereine, indiscutable. Elle ne jeta même pas un dernier regard à son passé. Ce soir-là, elle ne dormit pas à l'hôtel. Elle se rendit seule dans une petite maison d'hôte en bordure de ville, un lieu discret, presque monastique. Elle passa la nuit à écrire. Pas sur Jean-Luc, pas sur la trahison, mais sur la reconstruction, sur le courage d'être, sur le droit de changer. Au matin, elle ouvrit les volets, la lumière de Provence inonda la pièce. Elle sourit doucement. Il n'y avait plus de vengeance, plus de colère, seulement une certitude profonde. Elle avait transformé sa chute en ascension, et personne, désormais, ne pourrait l'arrêter. Les jours suivant le discours d'Aix-en-Provence furent calmes. Claire s'était retirée quelque temps dans une maison qu'Antoine possédait en Bourgogne, à l'abri des regards, dans un village silencieux où l'on ne connaissait ni son nom, ni son passé. Elle passait ses journées à marcher dans les sentiers boisés, à lire au bord d'un petit lac, à se nourrir de pain frais, de confitures maison, de solitude choisie. C'était une parenthèse, une respiration nécessaire après l'ouragan qu'elle avait traversé et surtout après celui qu'elle avait déclenché. Un matin, alors qu'elle préparait un café, elle reçut un appel d'Antoine. « Je peux passer ?» Elle répondit simplement « Oui ». Il arriva en fin de matinée, vêtu comme toujours de manière sobre, un sac en cuir à l'épaule. Ils s'installèrent sous une tonnelle couverte de vignes, une bouteille d'eau entre eux. Antoine ne perdit pas de temps en formalités. Il sortit de son sac un dossier, le posa devant elle. C'est un projet, mais aussi une invitation. Claire ouvrit le dossier. Des plans, des cartes, des descriptions. Une série de propriétés, abandonnées réparties dans toute la France. Vieilles maisons de maître, moulins en ruine, granges oubliées. L'idée était ambitieuse. Restaurer ces lieux, les transformer en centres d'accueil pour artistes, écrivains, chercheurs. Créer un réseau de résidences rurales, loin des villes, mais connectées à l'essentiel. Je veux faire ça. Avec toi, dit Antoine. Claire leva les yeux, surprise. Pourquoi moi? Parce que tu connais ces terres, parce que tu comprends le silence des vieilles pierres, et parce que tu as cette force tranquille qui fait que les choses changent. Quand tu es là, il ne parlait pas d'amour, pas encore. Il parlait de vision, de partenariat, de quelque chose qui dépasse les affections immédiates. Claire resta un moment silencieuse. Puis elle referma le dossier. C'est énorme. Oui. Et c'est pour ça que je veux que tu y réfléchisses. Ce n'est pas juste un travail. C'est une nouvelle vie. Il ne parlera pas plus longtemps. Antoine repartit, la laissant seule avec ses pensées. Le soir venu, Claire rouvrit le dossier. Elle observa chaque photo, lut chaque mot. Elle imagina les murs fissurés redresser leur fierté, les toitures, abîmées, retrouver leur noblesse, les jardins renaître sous des mains nouvelles. Elle pensa aux femmes qu'elle avait rencontrées au fil de sa propre chute. Celles qui, comme elle, avaient cru qu'on ne pouvait pas recommencer. Et elle comprit que ce projet n'était pas seulement une proposition professionnelle, c'était un prolongement de sa propre histoire. Elle prit quelques jours pour réfléchir. Elle retourna à Paris, consulta ses anciens contacts dans le monde de l'art, testa discrètement l'idée auprès de mécènes. La réponse fut unanime, fascination, enthousiasme, soutien. Puis elle rappela Antoine. « Je suis prête. » Il ne répondit pas tout de suite, puis dit simplement « Alors viens, on commence. » Ils établirent leur base dans une maison en pierre du Périgord, premier site à restaurer. Claire s'y installa temporairement, commença à coordonner les travaux, à recruter des artisans, des architectes, des artistes en résidence. Très vite, le lieu prit vie. Les volets s'ouvrirent à nouveau. Les rires revinrent. Les murs, autrefois gris, se couvrirent de toiles, de textes, de musique. Et Claire, au milieu de tout cela, retrouvait ce qu'elle avait perdu. Une fonction, un rôle. Un avenir non pas imposé, mais choisi. Les mois s'écoulèrent, rythmés par le va-et-vient des artisans.
les réunions avec les communes, les inaugurations discrètes. Claire, désormais connue dans le réseau du patrimoine culturel, rural, se déplaçait à travers la France avec une énergie tranquille. Chaque village, chaque vallée, chaque ruine lui offrait un défi, une histoire, une possibilité. Elle n'était plus une femme fuyant un passé, mais une bâtisseuse de renouveau. Elle écoutait les pierres, les gens, les saisons. Dans une petite commune du Languedoc, elle supervisa la transformation d'un ancien monastère en maison d'accueil pour écrivains. Là, elle rencontra Élise, une veuve de 50 ans, qui s'était battue pour conserver ce lieu sacré malgré les offres d'investisseurs. Elles partagèrent un dîner simple dans une cuisine fraîchement repeinte. Claire écouta Élise parler de solitude, de combativité, de dignité. En partant, Claire lui glissa. « Ce que tu as protégé, maintenant, nous allons le partager. » À Saint-Flour, dans le Cantal, elle redonna vie à une ancienne école transformée en atelier de sculpture. L'endroit accueillait des femmes victimes de violences, leur offrant non seulement un abri, mais un espace pour créer. Claire passait du temps avec elles, sans prétention. Elle s'asseyait, partageait un café, écoutait. Elle ne parlait pas de Jean-Luc. Elle parlait d'avenir, de terre, de courage. À chaque lieu, elle reconstruisait quelque chose en elle. Chaque toit réparé, chaque jardin réhabilité, chaque mur repeint devenait une métaphore silencieuse de sa propre reconstruction. Elle n'était plus prisonnière de la ferme vendue. Elle en était devenue l'héritière dans l'esprit, et non plus dans les chaînes. Antoine, fidèle à ses engagements, gérait l'aspect stratégique du projet. Il voyageait souvent, mais revenait toujours à Claire avec une nouvelle idée, une nouvelle carte, un nouveau défi. Ils travaillaient côte à côte, dans une intimité professionnelle profonde, sans débordement affectif. Il la respectait. Elle lui faisait confiance. Leur relation évoluait dans une tension délicate, mais jamais pesante. Parfois, un regard, échangé disait plus qu'un baiser. Un silence partagé devant un coucher de soleil dans le Limousin suffisait à nourrir leur lien. Claire ne cherchait plus à nommer ce qu'ils étaient. Ce n'était ni un couple, ni un duo d'affaires. C'était une alliance. Au printemps, Claire fut invitée à prendre la parole lors d'un colloque sur la ruralité et la culture à l'UNESCO. Elle hésita. Ce n'était pas son monde. Mais Antoine la convainquit. « Tu ne représentes pas une initiative, tu incarnes une réponse. » Elle monta sur scène, à Paris, devant une centaine de personnes venues de toute l'Europe. Elle parla sans notes, les mains ouvertes. « Ce que j'ai compris, c'est que reconstruire des murs ne suffit pas. Il faut reconstruire les liens. Ce pays est rempli de lieux qui attendent qu'on les aime à nouveau. Et parfois, les femmes qui les habitent sont ces lieux. Invisibles, mais prêtes à renaître. » La salle se leva. Les applaudissements durèrent de longues minutes. Après son intervention, une journaliste l'approcha. « Vous avez dit quelque chose de très fort, que les femmes sont parfois des lieux. Était-ce une métaphore ?» Claire répondit simplement. C'était une vérité. Elle continua. À voyager. À chaque village, elle laissait une trace, un mot, une idée, une promesse. Elle n'était plus Claire Moreau, épouse de, héritière de. Elle était devenue Claire, la femme qui marche, qui relève, qui réunit. Et partout où elle allait, des femmes se levaient. C'était en Bretagne, dans une commune oubliée entre les falaises et les champs de genêts. L'ancienne Estalagem, bâtisse centenaire aux murs épais, avait été rachetée par la fondation que Claire co-dirigeait avec Antoine. Elle avait choisi cet endroit comme point d'ancrage. Non pas pour s'y installer définitivement, mais pour y poser une pierre fondatrice. Un centre culturel, un foyer pour les enfants du coin, une bibliothèque vivante, un atelier ouvert, à tous. L'ouverture officielle se fit un samedi matin, sous un ciel de nuages légers et de lumière changeante. Les habitants du village, sceptiques au début, s'étaient ralliés au projet. Ils virent leurs enfants courir dans la cour, leurs épouses s'inscrire à des ateliers de théâtre, leurs mères raconter des contes dans la nouvelle salle de lecture. Il y avait une chaleur inédite dans l'air, un murmure de possibilités. Claire regardait tout cela à distance, pas en retrait, mais en veille. Elle n'était plus au centre de l'action, elle en était l'origine silencieuse.
Elle serra des mains, embrassa des joues ridées, reçut des mots simples, mais sincères. Dans une des salles rénovées, une exposition retraçait les transformations des lieux qu'elle avait menés, des photos avant-après, des témoignages, des cartes. À la fin du parcours, une citation imprimée sur un mur. « Il n'y a pas de ruine plus féconde que celle qu'on choisit de reconstruire. » Antoine la rejoignit en fin d'après-midi. Il portait une veste légère, les yeux fatigués mais brillants. Ils s'assirent sur un banc de pierre, face à la mer. « C'est ici que tu veux t'arrêter » demanda-t-il. Elle le regarda, puis tourna les yeux vers l'horizon. « Ce n'est pas un arrêt. C'est une ancre. Le reste viendra. » Ils ne dirent rien de plus. Ce n'était pas nécessaire. Le soir, lors du dîner partagé avec les habitants, Claire monta quelques instants sur l'estrade improvisée. « Je ne suis pas venue ici pour enseigner, » dit-elle. « Je suis venue pour écouter. Et ce que j'ai entendu ici, ce que vous m'avez appris, c'est que les racines peuvent changer de terre sans perdre leur force. Merci de m'avoir offert un nouveau sol. » Les applaudissements furent chaleureux, intimes. Le lendemain matin, elle se leva tôt. Elle marcha seule jusqu'à une falaise voisine. Le vent soufflait fort. Elle ouvrit un petit carnet qu'elle gardait toujours avec elle. Elle y écrivit une simple phrase. « Je ne suis plus ce que j'étais. Je suis ce que je choisis de devenir. » Puis elle referma le carnet, le rangea dans son manteau et regarda la mer. Elle pensa à Jean-Luc, non pas avec rancœur, mais comme on pense à une vieille tempête qui a fini par nourrir la terre. Elle pensa à sa mère, à son père, à la lavande de Provence. Elle pensa à Sophie, à Antoine, à toutes celles qu'elle avait croisées. Et elle sourit, car elle savait, profondément, que pour la première fois, elle n'avait rien perdu. Elle s'était libérée.